sécessionnisme mental. En effet, le fait que certains de nos concitoyens vivent dans la même société que nous, mais plus tout à fait dans le même monde. Et c'est inquiétant à plus d'un titre. Mais je commencerai par citer d'abord Thomas Jefferson, qui en 1785, dans ses notes sur l'État de Virginie, écrivait plein d'optimisme « La vérité se défend toute seule. Elle n'a pas besoin d'être défendue ». Et cet espoir était en fait adossé à une certaine représentation de la démocratie libérale à venir ou, dans le fond, sur un marché libre des idées. Les idées les mieux argumentées, les plus rationnelles, les plus méthodiques finiraient par s'imposer sur les idées les plus loufoques. Comme si, par exemple, la bonne monnaie chassait toujours la mauvaise. Alors, nous ne sommes pas loin des conditions matérielles, je crois même que nous y sommes, de ce libre marché des idées, à quelques restrictions près. En effet, aujourd'hui, n'importe qui possède un compte Facebook ou Instagram, que sais-je, ou Twitter, peut contredire un professeur de médecine sur la question des vaccins ou de la Covid-19, ou etc. Et donc s'organise devant nos yeux un marché des idées qui est effectivement extrêmement concurrentiel. Un des signes pour l'évaluer, c'est la disponibilité de l'information. Au début des années 2000, c'est-à-dire au début de la démocratisation d'Internet, à ce moment-là, nous n'avions même pas tous Internet chez nous. Et c'est évidemment Internet, la technologie, qui rend possible cette dérégulation du marché de l'information. Eh bien, au début des années 2000, on avait déjà produit plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on a produit 150 exabits de données, ce qui est considérable. En 2010, on en a produit 8 fois plus. Et dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, alors que je vous parle, nous avons produit 90% de l'information disponible. La question qu'on se pose, et pour faire écho à l'espoir de Thomas Jefferson, c'est dans cette cacophonie informationnelle. Quelles sont les informations qui partent avec un avantage concurrentiel? Quelles sont les informations qui sont de nature à hameçonner notre attention? Eh bien voilà le problème. C'est que, contrairement à ce qu'on avait espéré, ou ce qu'on pouvait espérer, et ce qu'on est en droit d'espérer pour le futur, celles qui s'en sortent le mieux, ce ne sont pas toujours celles qui satisfont aux normes de la rationalité, mais plutôt les informations qui nous apportent une forme de satisfaction intellectuelle, c'est-à-dire qui répondent à un certain nombre d'obsessions de notre cerveau socialisé. Par exemple, la sexualité, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Pas une nouveauté, et je sais qu'il y a un certain nombre de psys ici, donc je ne veux pas m'avancer sur ces terrains, mais il se trouve que, évidemment, nous faisons difficilement la confession dans le privé que nous regardons des vidéos pornographiques. Et je sais qu'ici, personne ne regarde des vidéos pornographiques. Et pourtant, les vidéos les plus regardées dans le monde, y compris dans les pays à forte compulsion religieuse, ce sont les vidéos pornographiques. C'est tellement vrai que récemment, le Washington Post, j'ai pas pu vérifier l'information, mais je pense que c'est un support assez fiable d'information, le Washington Post expliquait que le régime chinois avait essayé de détourner l'attention des manifestations en Chine, Pékin, Canton, etc., en hameçonnant chacun des noms et en les spammant avec des liens pornographiques. Un autre aspect qui nous intéresse beaucoup, dont on ne fait pas facilement la confession, et en quelque sorte à notre corps défendant, c'est la conflictualité, la lutte des clashs. Ça nous intéresse beaucoup. Et c'est tellement vrai qu'on a mesuré, par exemple, qu'il y avait une indignation collective tous les 2 jours en France sur Twitter. Nous sommes énervés, nous sommes fâchés, à tout propos, tout le temps, sans cesse. Et c'est vrai que nous avons une disposition dans notre cerveau, parce que nous sommes tout de même des singes nus, comme dirait Desmond Morris. Et donc, comme nous fonctionnons souvent par cohorte, un conflit quelque part dans la cohorte pourrait bien nous concerner nous, même si ce conflit se passe à travers un écran loin de nous. Quelque chose en nous se sent concerné par le conflit. Et d'ailleurs, des psychologues sociaux ont pu montrer qu'entre tous les visages qu'on peut
vous exhiber avec des émotions différentes. Statistiquement, le visage que vous allez reconnaître le plus rapidement, c'est le visage en colère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous commande de considérer que c'est une information importante. Mais malheureusement, il n'y a pas que notre cerveau dans l'affaire. Il y a aussi l'intérêt économique des grandes plateformes numériques. Par exemple, lorsque le président de la République m'a demandé l'année dernière de présider une commission qui s'appelait Les Lumières à l'ère numérique, nous avons auditionné Frances Haugen, qui était une donneuse d'alerte, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que pour le coup, elle a fait vraiment le tour du monde, elle, tout autour du globe, comme ton ami platiste. Et elle était une ancienne salariée de Facebook. Et elle nous a appris lors de son audition qu'en fait Facebook, ils le font plus maintenant, mais pendant des années, ont mis en avant les posts qui étaient assortis de l'émoticône colère. Ces posts-là avaient 5 fois plus de visibilité que les posts avec seulement l'émoticône like. Donc vous voyez que cette asymétrie de visibilité, elle n'est pas faite par ces entreprises pour nous rendre fous, c'est pas ça le but. Leur but, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible sur ces plateformes. Et eux, ils ont étudié ce qui est capable d'hameçonner notre attention. Donc une bonne façon de nous défendre, d'une certaine façon, de faire notre déclaration d'indépendance mentale, c'est de le savoir, nous aussi. D'ailleurs, si vous doutez de notre appétit pour la conflictualité, c'est évidemment qu'un argument anecdotique, mais rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, la guerre d'Ukraine venait d'éclater et nous étions en pleine élection présidentielle. D'accord ? Donc on avait de quoi occuper notre temps de cerveau disponible, comme dirait Monsieur Lelay. Et pourtant, nos regards, presque à l'unisson, pendant 24 heures, se sont tournés de l'autre côté de l'Atlantique lors d'une cérémonie des Oscars où un acteur en a giflé un autre. Will Smith. Vous avez vu, vous vous souvenez de ce truc-là, qui est complètement trivial. Mais votre cerveau, quelque part, s'est dit, je vais garder ça, parce que c'est une information qui peut être intéressante. On sait bien que ça n'a aucun intérêt, en réalité. Mais il est difficile de résister à ce qui est comme une friandise mentale. Et malheureusement, donc, pour Thomas Jefferson, la fausse information bénéficie, dans certaines circonstances, d'un avantage concurrentiel aussi. Un très bel article de la revue Science en 2018 avait montré que la fausse information sur Twitter pouvait être 6 fois plus virale que la vraie information. D'autres montraient qu'elle était mieux mémorisée parce qu'elle est spectaculaire, parce qu'il y a une partie de contre-intuition narrative, mais qu'elle va dans le sens, en revanche, de nos intuitions cognitives, de nos intuitions logiques. Par contre, les histoires qui sont racontées peuvent nous surprendre et nous indigner, et nous voici retournés vers les questions de conflictualité. Et en plus, cette dérégulation du marché de l'information, elle profite, dans un certain nombre de cas, à ceux qui sont plus motivés à faire valoir leur point de vue. Parmi lesquels, pas toujours, mais parmi lesquels on peut compter les plus crédules et les plus enragés d'entre nos concitoyens. Ceux, par exemple, et c'est documenté, qui veulent absolument être convaincus que le vaccin représente un danger plus important que le virus qu'il est censé prévenir. Et qui laissent donc, ceux-là ne sont pas très nombreux en réalité. Je ne parle pas de la méfiance vaccinale, qui dans notre pays a atteint des records jusqu'à 50-60%. On a le triste privilège d'être la nation sondée qui est numéro 1 sur ces questions. Au pays de Pasteur, c'est assez comment dirais-je, piquant. Eh bien, les vrais anti-vaccins, eux, ils sont assez peu nombreux, en fait. Ce sont des groupes militants assez peu nombreux, mais ils parlent beaucoup. Donc c'est une démocratisation qui est un peu étrange, parce que certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Et cette asymétrie de point de vue, évidemment, elle peut être prise par un certain nombre de nos concitoyens comme de la représentativité. Si en plus, cette asymétrie est encouragée d'un point de vue algorithmique, on comprend que des groupes minoritaires fassent valoir, très au-delà de leur espace de radicalité, des points de vue qui ne sont pas sans danger, notamment pour la santé publique. Un récent papier a montré l'existence de ces super users, des super spreaders, c'est-à-dire des super diffuseurs d'informations. 1% des comptes sur les réseaux sociaux représentent 33% de l'information diffusée. Donc vous voyez comment cette asymétrie se fait, et il se trouve que la fausse information va de plus en plus vite. Il y a une vingtaine d'années, j'ai pu mesurer que pour qu'apparaisse une théorie du complot, il fallait en moyenne 27 jours. Aujourd'hui, c'est moins d'1 heure. Pour Charlie Hebdo. Pourtant, ça date pas d'hier exactement, c'était maintenant il y a quelques années. En moins d'1 heure sont apparus des arguments en faveur de la théorie du complot. Le premier jour, 27 arguments en faveur de la théorie du complot. 4 jours plus tard, il y en avait plus de 100
en faveur de la théorie du complot. Cela forme évidemment des formes de millefeuilles argumentatifs qui troublent l'esprit. Celui qui n'est pas préparé, celui qui est disposé, pourquoi pas, à entrevoir une vérité alternative. Et c'est ainsi que se creuse peu à peu le sillon des vérités alternatives et de la sécession mentale qui caractérise un certain nombre de nos concitoyens. Elle va très vite, et c'est même, pour certains groupes, une stratégie. C'est ce qu'on appelle le data void. Quand un événement surgit, par exemple aux États-Unis, c'est très documenté, ce qu'on appelle un school shooting, vous savez, ces histoires atroces où tout à coup un élève vient avec une arme et tue ses camarades, ses professeurs, etc. Eh bien, alors même qu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé, les conspirationnistes d'extrême droite, eux, le savent. Et ils remplissent ce qu'on appelle le data void. Ils disent « Ah, ben je suis sûr que c'est encore une fausse histoire pour faire interdire les armes ». De sorte qu'on a des gens qui ont perdu leurs enfants, mais qui sont en plus accusés publiquement d'être des acteurs qui mentent à la solde du FBI. Vous imaginez la double peine. Bon. Eh bien voilà, le data void, pour aller très vite, parce que quand vous allez faire une recherche sur Google, par exemple, sur ces questions, évidemment ça sera remplacé ensuite, mais en première instance, vous allez d'abord trouver ces vérités alternatives, ces formes de sécession mentale. Et on sait aussi que la première information que nous rencontrons est la tendance à ancrer assez durablement un point de vue. En d'autres termes, il faut plus d'énergie pour défaire une idée que pour en accepter une. Et par ailleurs, évidemment, on pense beaucoup aussi à la jeunesse, puisqu'elle est centrale aussi sur les questions de réchauffement climatique, il a été dit. Parce que cette jeunesse, eh bien, elle s'informe de plus en plus, nous aussi d'ailleurs, mais les plus jeunes encore plus que nous, sur les réseaux sociaux. Et sur quels réseaux sociaux, prioritairement? Eh bien, il y a 80%, un sondage vient de le montrer, il est apparu il y a quelques semaines, à l'occasion de Médias en scène, 80% des jeunes déclarent préférer l'information sous la forme de vidéos. C'est-à-dire, en fait, YouTube ou TikTok. Et en effet, une partie d'entre eux, à peu près 50%, de ce qu'on appelle la génération Z, là je me perds dans les X, Z, enfin je sais plus, la dernière, quoi, si vous voulez, ceux qui sont vraiment nés avec Internet, eh bien, s'informent sur TikTok ou sur Instagram. Alors qu'une étude de NewsGuard vient de montrer que 20% des informations sur la ligne d'information TikTok sont des informations mensongères. Et je ne veux pas vous accabler des papiers, tous sont très intéressants, mais un, en écho à la première conférence sur la question du climat, montre aussi que ces sécessions intellectuelles, c'est presque un truisme, mais il faut le dire, elles sont évidemment très peu favorables à la possibilité de coordonner collectivement nos actions. On l'a vu sous la Covid, ça va être évident aussi avec la menace climatique. Donc, j'en ai fini avec ce long cortège de mauvaises nouvelles, mais je voudrais revenir, puisque mon ami Étienne Klein m'y invite, sur les platistes, et je terminerai vraiment là-dessus. Un sondage dont je n'ai pas le droit de parler puisqu'il est sous embargo, mais que je vous invite à regarder en janvier, il sera rendu public en janvier, et qui ne sera pas de nature à nous rassurer sur la question que tu viens d'évoquer. Mais en même temps, l'idée qu'un platiste puisse dire « on a des membres tout autour du globe », quelque part me rassure. Je vous remercie.